Bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'aborder ce beau sujet avec vous, un sujet qui va nous amener à tendre des passerelles entre le monde académique et le monde de l'entreprise, et un sujet, je dirais, qui est éminemment sociétal, qui va bien au-delà du monde de l'enseignement et des entreprises, parce que ce qui se joue et ce dont on va parler, c'est la formation massive pour les générations actuelles et les générations à venir, la formation qui va nous permettre de changer profondément les comportements. Alors je commencerai par une question qui va s'adresser à tous les deux et qui découle de l'intitulé de cette table ronde. Est-ce que vous diriez qu'il existe une spécificité française dans la façon dont on aborde ces sujets et dans la façon dont on enseigne les enjeux de la transition énergétique? Je commence par vous, Sylvie Giano. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors ma réponse est clairement oui, il existe une spécificité française pour... Moi, je dirais 3 raisons. La première raison, c'est que on a des champions académiques en France, des écoles d'ingénieurs que je ne citerai pas, mais qui sont remarquables, et des écoles de business management qui sont absolument remarquables aussi. Et ça, c'est un réel atout, parce qu'on ne ferait pas les métiers de la transition énergétique sans ces compétences-là. Ensuite, le deuxième atout, c'est qu'on a les champions de la transition énergétique en tant qu'entreprise, en tant que grand groupe. J'en représente un ici. Dalkia est un grand acteur de la transition énergétique. On accompagne tous les jours des clients dans leur décarbonation, donc on sait faire. Et on sait faire en France et à l'international, partout où on est, et chaque grand groupe a aussi ses valences internationales. Et la troisième raison, c'est clairement que la France a une aura dans ces métiers-là. Et tout simplement parce que la COP21, ça parle à tout le monde dans le monde. L'accord de Paris, alors malheureusement, vous avez tous en tête, j'imagine que Laurence Astibiana là, y a fait référence, on est en train de dépasser les 1,5 degrés, malheureusement. Et puis, il y a un autre événement qui a donné une image incroyable de la France, ce sont les JO 2024. On a fait un événement des JO avec 50% d'émissions de moins de CO2. C'était la première fois dans l'histoire des JO. Donc pour moi, voilà, la réponse est oui. Merci. Léon. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, je vais être comme nous sommes des intellectuels, vous savez, l'institution. Donc, je vais commencer par le méta, c'est-à-dire dans la pensée française. En tout cas, je crois que la pensée française, elle est unique. Elle est unique parce que je suis en train d'écrire un livre sur le leadership français. Parce que gréco-romaine... et ça, cette pensée de logique, l'intellectuel, thèse, antithèse, synthèse. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi on dit donc, oui, mais, etc. Donc, vous voyez, et alors, bon courage. Bon, vous voyez, en fait, tout ça, c'est français, c'est notre argumentation. Et ça plaide sur l'esprit critique, le débrouillardise, c'est l'agilité française. Et ça, pour le développement durable, la durabilité, c'est important. Donc, vous voyez, et on a une vision compréhensive, c'est-à-dire une vision holistique, globale. Et toujours dans l'esprit critique, on doit faire une démonstration. Donc, dans la durabilité, la France, on fait la démonstration. Et après, on fait l'application dans les entreprises. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Et je termine. Je veux dire, les mathématiques en France, c'est incroyable. Plus culture générale, ce 1 plus 1, en termes de l'effet de levier, c'est 11. Vous voyez, donc pour la durabilité, c'est une chance pour la France. Il y a peut-être une autre spécificité, Léon, c'est que nous, Français, on a l'habitude d'attaquer les problèmes dans leur globalité. Là où, vous me le disiez quand on en a discuté ensemble, des Américains, typiquement, vont être plus pragmatiques, vont prendre un problème après l'autre et vont s'y attaquer. Ça, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à un handicap pour nous. Oui, alors, vous avez raison, c'est qu'avec cette vision globale, holistique, on veut, parce qu'avec notre esprit critique, on veut toujours avoir une vision de la problématique d'une manière globale. Donc, c'est très intéressant. C'est vrai, par exemple, je prends l'exemple de Stanford, la Door School qu'ils ont créée. En fait, c'est issu d'une école d'ingénieurs. Après, ils ont ajouté les différentes disciplines. Mais ils sont partis d'une problématique très concrète. Alors que nous, on essaie d'avoir une vision beaucoup plus globale. Donc, c'est vrai que soit on part d'une vision opérationnelle pour aller en haut, soit on part d'une vision d'en haut pour aller en bas. Mais c'est vrai qu'en France, on a souvent l'esprit critique d'aller avoir une vision globale, et ce qui est intéressant. Et c'est vrai qu'il faut faire les deux. Alors, voyons comment vous déclinez ça très concrètement dans vos programmes. Léon Loluza, le SCP n'a pas attendu l'urgence climatique pour s'intéresser à ces sujets. D'ailleurs, pour l'anecdote, on peut rappeler que le fameux discours d'Antoine Riboud à Marseille en 1972, qui fait référence pour beaucoup d'entre nous, a été prononcé par quelqu'un qui était diplômé de l'ESCP.
vous, concrètement, à l'ESCP, à quel moment avez-vous commencé à intégrer ces sujets-là dans vos programmes ? En fait, nous, on a commencé après le discours d'Antananarivo en 1972 qui disait qu'il n'y a qu'une seule terre. Nous vivons qu'une seule fois. Après, bon, pour les chrétiens, évidemment, moi je suis bouddhiste, donc il y a d'autres visions du monde. Mais je veux dire par là, c'est que dans les années 80, on a commencé à enseigner la problématique environnementale. Et après, on a petit à petit, vous savez, il faut avoir l'humilité et puis aussi travailler avec les entreprises, les associations, les entrepreneurs, pour les parties prenantes, les collectivités, pour justement, et surtout les élèves, c'est très important. Et je veux dire, le shift, c'est-à-dire le mouvement, c'était en 2017 où vous avez un réveil pour le manifeste pour le réveil écologique. Et les élèves sont venus voir, je dis, co-créer avec nous. Et c'est comme ça qu'on a vraiment boosté la durabilité. Comment ? C'est-à-dire on a fait de l'interdisciplinarité, on a créé le premier département de discipline avec toutes les disciplines, le marketing, la logistique, l'entrepreneuriat, la finance, la stratégie, etc., les ressources humaines, pour avoir une interdisciplinarité pour justement mieux avancer sur ces problématiques communes. Sylvie Janot, une bonne nouvelle qu'une école comme le SCP s'empare de ces sujets et en colore tous ces cursus. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que les besoins sont énormes et comme vous le dites souvent, il n'est pas facile de recruter dans les métiers de la transition énergétique. Absolument, je pense que le sujet qu'on aborde, il est essentiel, c'est qu'on ne réussira pas cette transition énergétique, on ne réussira pas cette accélération qu'on appelle tous de nos voeux, et les jeunes en premier lieu, si on ne dispose pas des compétences. Alors, on les a, je parlais des champions français, on les a, mais aujourd'hui, par exemple, un acteur tel que Dalkia, je vais recruter entre 2 et 3 000 personnes d'ici la fin de l'année, je les trouve, on est un groupe attractif, et en même temps, c'est pas si facile. C'est pas si facile sur à peu près tous les niveaux de diplôme. Hein, alors on commence à bac pro plus 1, bac plus 2, bac plus 3, et puis des ingénieurs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est un facteur important hein, qui peut marquer le fait qu'on réussisse aussi à être le leader dans l'enseignement de la transition énergétique, ça veut dire qu'il faut expliquer aux jeunes quels sont les diplômes qui permettent d'accéder à cette transition énergétique qu'ils appellent tous de leur vœu. Et c'est pas si simple. Hein, quand on regarde dans les métiers de technicien, et d'ailleurs on a fait ce travail, mais ce sont des métiers de génie climatique, de génie électrique, de frigoriste, d'ingénieur mainteneur, de maintenance, etc. Et ça ne parle pas spontanément sur l'idée que ça va porter les métiers de la transition énergétique. Je sais qu'Agnès Pannier-Runacher était là tout à l'heure, et sous son impulsion, il y a 2-3 ans environ, on a décidé de labelliser en France les diplômes sur le site de l'ONICEP. Vous savez, l'ONICEP, c'est là où regarde les jeunes pour se renseigner un petit peu sur leur orientation. Et quand on tape aujourd'hui transition énergétique sur le site de l'ONICEP, on voit la liste des 100 diplômes qui permettent, j'ai largement contribué à cette opération-là, qui permettent d'aller sur ces métiers-là. C'est important, c'est une première action. Ça veut dire qu'il nous faut, y compris dans le monde entier, valoriser ces métiers de la transition énergétique. Et merci pour cette table ronde tout à fait originale d'ailleurs. Il nous faut en parler. Et j'étais venue d'ailleurs, merci sur l'invitation de l'ESCP qui m'avait demandé d'intervenir pendant 2 heures dans un cours chez Alexandre qui m'avait dit, donc sur une classe tout à fait internationale. Je me suis dit, mais je vais aller parler de la transition énergétique à des élèves et qu'est-ce que je vais leur dire ? Et en fait, on voit que quand on fait cette pédagogie sur le changement climatique, cette pédagogie avec des exemples très concrets, ce que fait un réseau de chaleur en France, comment on décarbone de l'industrie, comment on chasse le CO2, et finalement on voit les yeux qui s'ouvrent, des questions incroyables qui venaient de toutes parts. Et donc il y a un sujet aussi de valoriser qu'est-ce que ça signifie en termes de compétences et de diplômes réellement sur ces métiers. Au passage, est-ce que vous sentez que ça peut être un levier également pour féminiser des filières qui en ont bien besoin ? On dit très souvent et à juste titre que les filières d'ingénieurs n'attirent pas assez les jeunes femmes. Est-ce que ce que vous ressentez, c'est que ces métiers-là peuvent les attirer ? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de ce point de vue-là ? Absolument. Nous, on le voit clairement dans notre école. Nous avons 11 000 élèves et on fait ce qu'on appelle l'hybridation ou finance durable, l'entrepreneuriat social, le marketing durable, etc. Et ça, c'est important, non seulement pour les femmes, mais également pour les hommes. Et j'insiste, les mathématiques.
c'est extrêmement important. Et ça, pour une filière scientifique, il faut vraiment maintenir, voire renforcer nos filières. Et malheureusement, les jeunes filles s'extraient de l'option mathématique en première, beaucoup plus, vous l'avez en tête, la presse l'a largement exprimé, s'extrait de cette option mathématique en première, ce qui est une catastrophe. D'ailleurs, moi je leur dis, vous vous privez de toutes, évidemment, les études d'ingénieur d'une part, mais vous vous privez aussi de rentrer à l'ESCP, parce que je ne vois pas comment, en n'ayant pas fait de maths en première, on rentre dans les grandes écoles de commerce, et où on fait de la finance, et Dieu sait que ça accompagne la transition énergétique très, très façon importante. Alors nous, on a créé un prix pour essayer d'ailleurs, Pascal Pogam nous avait fait l'amitié d'animer la première remise de prix Women's Energy in Transition pour parler de ces métiers-là aux jeunes filles à tous les niveaux. C'est pas facile. Alors, je ne suis pas le bon exemple, mais on est un peu plus de 14% de femmes chez Dalca, donc vous voyez que le chemin est compliqué. On arrive à peu près à mieux féminiser aujourd'hui les métiers de cadre et d'ingénieur grâce au boulot que font les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, parce que vous avez cette hybridation qui se crée. Et puis, il faut expliquer aux jeunes filles surtout que la transition énergétique, c'est la vie. Parce que les filles s'orientent, vous regardez le taux de jeunes filles en médecine aujourd'hui, c'est incroyable, ça approche les 75% je crois. Et en fait, voilà, il y a une idée de dire, j'ai envie de travailler pour les sujets vitaux, et je crois qu'il faut qu'on connecte un peu les sujets entre eux, à nouveau en valorisant ces métiers. Alors je parlais en introduction des passerelles entre le monde académique et l'entreprise. Concrètement, j'aimerais que vous nous racontiez ce que l'un et l'autre vous avez mis sur pied de ce point de vue-là. Léon, peut-être en commençant par vous, à l'ESCP, oui. Qu'est-ce qui existe comme monde hybride entre les deux univers ? Justement, il faut justement faire beaucoup d'hybridation. Donc nous avons des chaires avec les entreprises, une trentaine de chaires. On a un institut sur la durabilité, justement, pour travailler sur les projets avec les entreprises, tant en France qu'à l'international, et aussi avec nos partenariats académiques à l'international. Et ça, c'est important parce qu'il faut évidemment partir des problématiques concrètes des entreprises pour résoudre. Mais pour résoudre, vous savez, nous, en recherche, en scientifique, il y a toujours la pertinence et la rigueur scientifique. Quelle est la pertinence pour une entreprise, pour la société, et la rigueur scientifique pour que ça soit durable? Et donc, il y a ce double temporalité, court terme et long terme. Et je crois que c'est essentiel de travailler avec les entreprises. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous sur la durabilité. Et puis vous avez des centres de recherche appliqués, parce que donc ça marche dans les deux sens, les liens entre l'école et les entreprises. À la fois, vous fournissez des nouveaux modèles de business model en quelque sorte aux entreprises, et à l'inverse, les entreprises vous soumettent des business cases. Absolument. Pour vos étudiants. Exactement. Par exemple, là, on va créer une chaire sur la future de la mobilité, en intégrant la durabilité, en intégrant l'intelligence artificielle, en intégrant justement l'expérience cliente, etc. Voilà un exemple, mais il y a beaucoup d'exemples où à chaque fois, pour nous, c'est aussi un apprentissage. C'est-à-dire, vous avez dit, études de cas qui permettent en fait de comprendre finalement les compétences pour nos élèves, les qualités à avoir, mais également pour avoir un esprit critique pour que en retour, l'entreprise puisse aussi avoir une compréhension meilleure. Sylvie Janot, quel type de partenariat est-ce que vous avez mis en place avec les écoles ? Ce lien entre l'entreprise et les écoles, il est essentiel. Il a été boosté d'ailleurs avec un beau succès quand même qui a été développé. C'est bien de parler de temps en temps des bouteilles à moitié pleines. L'apprentissage. L'apprentissage, c'est typiquement une démarche d'articulation entre une formation et une entreprise. Alors chez Dalca, on a carrément un campus de formation interne qui nous permet d'accompagner en formation. D'ailleurs, on forme à toutes sortes de métiers, y compris aux questions de sécurité, évidemment, pour nos salariés. Il y a 10 000 salariés qui passent au campus de formation par an. On vient d'accueillir 200 alternants. Là, sur la rentrée, on en a 1000 en permanence. Et d'ailleurs, on forme des salariés de l'international dans ce campus. Et puis, on l'a dit un petit peu en parlant de numérique, grâce au numérique, parce qu'il y a un campus physique qui se trouve dans le nord de la France, près de Lille. Mais évidemment, le numérique nous ouvre un champ pour aller faire de la France, d'ailleurs, un champion de la formation à l'international. C'est absolument
essentiel de faire ces démarches croisées. Et c'était l'idée d'ailleurs de la réforme des lycées pro qui a été lancée d'ailleurs par Carole Grandjean il y a quelque temps, qui était de dire on va mettre un interlocuteur dans les lycées pro qui va faire rentrer l'entreprise dans les lycées pro. Parce que le drame que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a des classes de génie électrique, génie climatique, frigoristes qui ferment. Il y en a d'autres qui ouvrent sur des métiers qui ne donnent malheureusement pas de boulot. Et donc, il faut on revient toujours à ces sujets de valorisation, d'orientation de ces jeunes vers ces métiers de la transition énergétique. Et on le fera en mettant l'entreprise au cœur des écoles. J'en suis persuadée. J'imagine que Dalca a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs spécifiques. Vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, effectivement. Je n'ai pas répondu à cette question-là. On crée des partenariats. On a un partenariat. Alors, on a 2 partenariats qui étaient historiques pour valoriser les métiers auprès des femmes, qui étaient Centrale Supélec et EPF. Vous savez, même l'EPF, qui était historiquement l'école polytechnique féminine, qui était la première école 100% filles, aujourd'hui est minoritairement féminisée. Je crois qu'ils ont moins de 50% de femmes aujourd'hui à l'EPF. Et puis on est en train de tisser d'autres partenariats. On a des partenariats avec des lycées pro, avec évidemment beaucoup de centres de formation, d'apprentissage également, des INSA également. Donc c'est quelque chose qui grandit parce que évidemment je mets en application mes convictions. Vous avez beaucoup cité des métiers de techniciens pour donner des exemples concrets de ce que vous mettiez en place. C'est aussi un sujet de management, la transition énergétique et les efforts de formation et d'enseignement. On parle là de management de transition. Comment est-ce que vous vous attaquez à ces enjeux-là? C'est vraiment ce qui est important, vous savez, c'est que le côté pilotage, management, projet. Et c'est la raison pour laquelle l'ESCP, avec nos nouvelles stratégies, nous lançons 2 autres écoles. Donc on va devenir la première université européenne de management, donc enrichie évidemment, nous avons l'école de commerce. Et en 2027, nous créons ESCP, école de technologie, justement pour faire cette hybridation. Et en 2029, nous créons ESCP, école de gouvernance. Et cette hybridation qui est important de faire avec évidemment des partenariats mondiaux. Nous sommes une école de commerce, mais nous travaillons avec évidemment les écoles d'ingénieurs comme Centrale Supélec, les mines PSL ou l'ENSA, etc. Mais également à l'étranger, comme avec l'école d'ingénieurs de Columbia, où nous avons 5 WPOM, MIT, etc. Tout ça pour dire qu'il est important de faire cette hybridation pour justement, il faut passer du management. Donc nous, notre singularité, pour terminer, ESCP, c'est management et tech, management et gouvernance. Et c'est essentiel, si je peux me permettre, parce que effectivement, j'ai parlé des métiers très concrets de techniciens. On a évidemment au sein de nos équipes ce que j'appelle moi des bureaux d'études. J'ai des dizaines d'ingénieurs qui font la conception des installations de la transition énergétique. On ne décarbone pas un industriel sans concevoir l'installation. Je citerai Arkema par exemple. Aujourd'hui, on va faire c'est dans la presse, donc je peux me permettre de le citer, une grosse installation de combustible solide de récupération pour décarboner le site à Lannemezan. Eh bien ça nécessite des ingénieurs de conception. Donc, premier sujet. Deuxième sujet, ces infrastructures que nous construisons nécessitent du financement et nécessitent la mise en place de business models et de modèles d'affaires qui appellent évidemment des compétences financières qui sont plus enseignées à l'ESCP que dans les écoles d'ingénieurs peut-être. Et donc, effectivement, cette hybridation est juste essentielle. Et puis, évidemment, nos projets, on les vend. Donc, voyez bien que toutes ces compétences, elles sont multiformes. Évidemment, on a besoin de managers. Dalca compte 23 000 personnes aujourd'hui. Évidemment, il y a aussi besoin de management qui animent tout ça. Donc, c'est vraiment des compétences à tous les niveaux, multiformes et aussi de très haut niveau, et qui nécessitent toute cette réflexion qui vient d'être exposée par Monsieur Lelouza. Et c'est bien sûr une formation tout au long de la carrière, raison pour laquelle à l'ESCP vous avez ouvert une forme de guichet dont le nom m'échappe, mais sur la formation qui propose une formation continue en fait, à des salariés d'entreprise. Il y a 2 choses. En fait, il y a un constat, c'est qu'avec les grandes transformations d'aujourd'hui, écologiques, technologiques, sociétales, géopolitiques, il faut faire une formation tout au long de la vie. Deuxième, c'est qu'il y a l'obsolescence de la connaissance. Et la connaissance, elle est gratuite.
Donc la question, c'est quelle est la valeur ajoutée d'une entreprise, enfin en tout cas d'une entreprise comme. J'allais dire que ça n'était pas le cas de votre école, monsieur. Voilà. C'est Alors, une mauvaise blague. nous, on a créé, et je me suis inspiré d'Harvard. Vous savez, il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Quand j'étais en 2014 à Harvard, et je dis, mais ils ont Harvard Extension School. Et je me suis dit, c'est une école de la deuxième chance. Et pour former les cadres intermédiaires accessibles en termes de prix et en termes de sélectivité, il n'y a pas de sélectivité. Et donc, nous, on a créé cette année. Pourquoi? Parce que grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux plateformes numériques. Et donc, on a fait cette Extension School sur la transition écologique et sur le pilotage de l'IA. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on veut démocratiser l'excellence pour tous, pour les cadres intermédiaires, avec accessibilité, parce que en termes de prix, 4 850 €, éligible au compte CPF et en plus de niveau 7, Bac plus 5. Donc vous voyez, c'est ça que nous, on veut démocratiser avec l'excellence. Parce qu'il faut vraiment l'excellence pour tous. Et je crois que, et d'ailleurs, nous sommes ravis évidemment que les entreprises qui sont présentes ou toute organisation, association puissent venir nous accompagner sur la transition écologique pour partager l'expérience. Parce que c'est ça aussi qui fera avancer la France, en tout cas toute notre population. Oui, les sujets d'innovation, et d'ailleurs on parle beaucoup de numérique, sont là, sont devant. C'est-à-dire que les compétences, elles vont bouger. Il y a beaucoup de technologies existantes pour faire la transition énergétique. Il y en aura encore d'autres. On parle des petits modulaires nucléaires. L'hydrogène n'est pas encore tout à fait là. Enfin, il y a plein de choses. Et il y a surtout le numérique et l'intelligence artificielle qui traversent et qui sont dans nos organisations, que nous avons à déployer et qui nécessitent de bouger dans la tête et donc qui nécessitent cette agilité aussi. Et ça, c'est une compétence en quelque sorte, d'être agile aussi. Donc voilà, moi je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup aussi à l'engagement des entreprises. On parlait. Alors je crois que Léon utilise le terme d'escalier social. Oui. C'est pas les sujets d'ascenseur social, parce que c'est vrai que peut-être l'escalier, ça montre que c'est peut-être pas si facile que ça. On n'appuie pas juste sur un bouton, mais il y a quelque chose de fort à faire. Et bon, voilà, je crois beaucoup à l'engagement des entreprises, justement pour aller chercher des compétences un peu différentes et permettre aussi à cette transition énergétique de s'accélérer. Engagement des entreprises pour aller convaincre dès le plus jeune âge aussi les élèves de s'intéresser à ces métiers-là. Je crois que Dalkia, en tout cas un certain nombre de ses collaborateurs, va dans les collèges, va dans les lycées pour parler de ces sujets. Alors j'ai mis en place une plateforme. Alors mes managers m'ont dit que j'étais un peu folle à un moment donné, mais on a mis en place une plateforme interne qui s'appelle Dalkia s'engage et qui permet à nos techniciens de s'inscrire pour aller parler de leur métier dans les écoles. Donc, alors évidemment, c'est un peu de temps, mais on a un succès incroyable. Les techniciens, ça génère énormément de fierté pour eux d'aller passer 1 heure, 2 heures dans une école. Évidemment, là, on fait ça sur le temps de travail. On leur a donné un temps normé un petit peu, mais ça crée de la fierté. Ils vont dans l'école de leurs enfants et c'est bien mieux que ce soit eux qui en parlent que moi. Donc voilà, c'est accessible. Je cite à nouveau les techniciens, mais évidemment, tous les niveaux de l'entreprise peuvent s'inscrire sur cette plateforme et on les met en connexion avec les lycées, les écoles. Et voilà, ça irrigue, parce que tout ça, c'est des petites gouttes, mais Dieu sait que voilà, c'est un océan devant nous pour créer ces valorisations des métiers. Merci beaucoup à tous les deux.